Bonjour à toutes et à tous, merci si vous nous rejoignez sur Média TV pour notre carrefour de l'information. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Le roi Mohamed VI est arrivé dimanche après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaël. Une visite de travail et d'amitié durant laquelle le souverain participera aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne, prévu cette semaine dans la capitale économique ivoirienne. Les députés algériens ont voté la loi de finances hier. Elle prévoit une augmentation des dépenses sociales malgré la baisse des recettes dues à la chute des prix du brut. Les détails dans ce journal. Et puis, vous le verrez, le Maroc a réaffirmé hier à Riyad son soutien aux efforts déployés par la coalition militaire islamique, des efforts destinés à faire face au fléau de l'extrémisme et du terrorisme. Je vous le disais, le roi Mohamed VI est arrivé dimanche après-midi à Abidjan, capitale économique ivoirienne, pour une visite de travail et d'amitié. Il était accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaël. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le roi a été accueilli par le président Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Claudine Ouattara. Au cours de cette visite, le souverain participera aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne, un sommet qui se tiendra mercredi et jeudi dans la capitale ivoirienne, capitale économique bien sûr. Et dans le cadre des relations maroco-ivoiriennes, la coopération économique atteste des liens politiques et diplomatiques d'exception que les deux pays entretiennent, notamment depuis 2009, date marquée par une amélioration des échanges commerciaux. Plusieurs projets sont d'ailleurs en cours, le pont de débarquement de Lokodjoro, financé par la Fondation Mohamed VI, tout comme la réhabilitation de la baie de Cocody. Plus de détails avec Fama Dione de notre bureau à Abidjan. Le Maroc et la Côte d'Ivoire demeurent résolus à donner du punch à leur partenariat économique, notamment en l'inscrivant dans la durabilité. En 2015, le Royaume était à la tête du peloton des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire avec des projets énormes. Le pont de débarquement de Lokodjoro, financé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Le projet bénéficiera à 2400 marins-pêcheurs, 1600 mareyeuses et 350 fumeuses de poissons, ou encore le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, fleuron de la coopération économique maroco-ivoirienne. Une table ronde de bailleurs de fonds arabes tenue en juillet 2016 à Abidjan sous l'impulsion du Maroc a permis de lever la somme astronomique de quelques 450 millions de dollars, un partenariat que les deux chefs d'État vont consolider davantage. Et 2 jours avant le sommet Union africaine-Union européenne, la ville de Marrakech accueille la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Afrique. Les échanges vont porter sur la nouvelle route de la soie que la Chine propose au monde et ses implications financières pour les économies africaines. Plus de 400 décideurs africains et chinois seront présents à ce forum d'investissement avec 10 000 entreprises actives sur le continent dans plusieurs secteurs. Les échanges commerciaux sino-africains qui ne cessent de s'amplifier. Ils ont représenté 190 milliards de dollars en 2016. Média TV suivra bien sûr ce forum à travers notre équipe d'envoyés spéciaux. On part en Algérie à présent. L'Algérie où la loi de finances a été votée hier. Elle prévoit une augmentation des dépenses sociales malgré la baisse des recettes dues à la chute des prix du brut. Je vous le disais en titre, les députés algériens ont par contre confirmé le rejet de la création d'un impôt sur la fortune, proposition du gouvernement. Depuis 2014, l'Algérie est en difficulté. Le pays subit de plein fouet la chute des prix du brut qui assure 95% de ses recettes extérieures, faisant fondre ses revenus budgétaires et ses réserves de change. Tous les détails dans ce sujet de Souha Abouta.
L'Algérie traverse une crise économique alarmante. Depuis 2014, le pays subit de plein fouet la chute des prix du brut qui assure 95% de ses recettes extérieures, faisant fondre ses revenus budgétaires et ses réserves de change. La loi de finances 2018 votée hier prévoit une augmentation des dépenses sociales mais aussi des créations ou des hausses de taxes visant à compenser la baisse des recettes. Cette nouvelle loi prévoit une hausse de 7,9% des dépenses liées au système social, incluant la subvention de nombreux produits de base, les aides au logement, à l'éducation et les soins gratuits. Ces dépenses sociales représenteront en 2018 environ 12,8 milliards d'euros, soit 8,4% du PIB et 20% des dépenses de l'État, estimées à 62,8 milliards d'euros. Les Algériens seront cependant touchés au portefeuille par la création ou la hausse de taxes. Le budget 2018 établi sur la base d'un baril à $50 prévoit une hausse de 9,8% des recettes fiscales pour des recettes totales établies à environ 47,3 milliards d'euros, soit un déficit budgétaire d'environ 15,5 milliards d'euros. La taxe sur les produits pétroliers augmentera de plus de 17% pour l'essence et d'environ 11,5% pour le diesel. Une nouvelle taxe sera appliquée au tabac avec une hausse de 10% sur une taxe déjà existante. Une taxe de 1% sur toutes les importations est également prévue. En revanche, la création d'un impôt sur la fortune proposée par le gouvernement a été rejetée par les députés algériens. La commission des finances de l'Assemblée nationale a souligné les difficultés à l'appliquer et les craintes d'une fuite de capitaux vers le secteur informel ou l'étranger. D'ailleurs, parmi les mesures de traçabilité financière visant à maintenir l'argent dans le secteur formel, les commerçants devront d'ici 1 an mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électroniques quasi inexistants en Algérie. Le terrorisme subi de plein fouet par l'Égypte lors de l'attentat de vendredi à la mosquée Al-Raouda dans la province du Nord Sinaï. L'attaque, je vous le rappelle, a eu lieu dans une mosquée fréquentée par des adeptes du soufisme. Selon le dernier bilan, 305 personnes, dont 27 enfants, sont morts dans cet attentat, le pire dans l'histoire récente du pays. Aucune revendication n'est encore intervenue, mais les yeux sont braqués vers le groupe terroriste Daesh. Rarissime dans une mosquée en Égypte, le carnage a laissé le pays en état de choc, au premier rang desquels les soufis. Si 3 jours de deuil national ont été décrétés ce week-end, le Conseil suprême des ordres soufis d'Égypte a toutefois annoncé le maintien de la plupart des cérémonies prévues vendredi à l'occasion d'El Mawlid, l'anniversaire du prophète. Et toujours sur le sujet du terrorisme et de l'extrémisme, le Maroc a réaffirmé hier à Riyad son soutien aux efforts déployés par la coalition militaire islamique, efforts destinés à faire face à ces fléaux. Lors de la première réunion du Conseil des ministres de la Défense de la coalition dans la capitale saoudienne, Abdelatif Loudi, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a d'ailleurs souligné la solidarité constante du Maroc avec le Royaume d'Arabie Saoudite pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Par ailleurs, sachez que dans leur communiqué final, les États membres de la coalition islamique militaire ont réaffirmé leur détermination à coordonner leurs efforts pour lutter et combattre le terrorisme. Direction la Syrie, où au moins 53 civils, dont 21 enfants, ont été tués hier dans des frappes de l'aviation russe sur un village tenu par Daesh dans la province de Deir ez-Zor, à l'est du pays. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui en a fait l'annonce. Selon l'OSDH, mené à l'aube, les raids aériens ont frappé des bâtiments résidentiels dans le village d'Al-Shafar, sur la rive est du fleuve Euphrate. L'ONG affirme que ces raids aériens ont également fait 18 blessés. La Russie, alliée du régime du président syrien Bachar el-Assad, effectue des raids pour aider les forces de Damas à reprendre à Daesh les derniers territoires qu'il contrôle. Au Pakistan, le chef de file du groupe radical a appelé ce matin à la fin du sit-in qui bloque depuis 3 semaines le principal accès routier à la capitale Islamabad. Hadim Hussein Rizvi a également assuré que toutes les revendications du mouvement seraient honorées. Cette déclaration intervient peu après l'annonce par les médias d'État que le ministre pakistanais de la Justice, Zahid Hamid, a présenté sa démission. Son départ du gouvernement était l'une des principales exigences des manifestants qui appartiennent à un groupe religieux peu connu, le TLYRAP. La manifestation fait suite à une polémique au sujet d'un amendement finalement abandonné qui lie à la très controversée loi sur le blasphème.
Alerte maximale décrétée ce lundi sur l'île indonésienne de Bali, alerte en raison des risques d'éruption du mont Agung, un volcan qui gronde depuis plusieurs jours et libère un impressionnant panache de fumée grise. Le mont Agung, dont la dernière éruption en 1963 avait fait 1600 morts, émettait ce matin une colonne de fumée grise s'élevant à plus de 3000 mètres dans les airs. Située à 75 km de la station touristique de Kuta, la zone d'exclusion autour du volcan a été élargie à 10 km et les habitants vivant à l'intérieur de cette zone ont été priés d'évacuer. Environ 25 000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile depuis que le volcan a commencé à cracher de la fumée mardi dernier. On passe à l'actualité du vieux continent. En Allemagne, des appels pressants ont été adressés dimanche à la chancelière Angela Merkel qui brigue un 4e mandat. Elle doit en effet former une coalition avec les sociaux-démocrates afin de sortir l'Allemagne de l'impasse politique et d'éviter de nouvelles élections à haut risque. Une telle alliance renouvelée avec le SPD constitue la meilleure option pour l'Allemagne. C'est ce qu'a déclaré Horst Seehofer, le dirigeant de la CSU, l'allié bavarois de la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Angela Merkel. De son côté, Paul Ziemiak, le chef de file des jeunes de la CDU, a, selon un journal allemand, appelé à conclure avant Noël un accord de grande coalition avec le SPD. Christian Lindner, le patron du Parti libéral-démocrate, a également déclaré s'attendre à ce que les sociaux-démocrates restent au pouvoir. En France, le premier syndicat des enseignants du secondaire appelle ce lundi à la grève dans quelques 500 lycées et autres établissements d'enseignement de français à l'étranger. Le syndicat SNES-FSU dénonce les économies et suppressions d'emplois prévues par l'État dans le réseau. Cette mobilisation est prévue le jour où le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger doit étudier le budget 2018. Selon l'Association des Français de l'étranger, le réseau d'enseignement français rassemble 492 établissements scolaires implantés dans 137 pays. 350 000 élèves sont scolarisés. Le rôle de l'imam dans le contexte européen, entre défis et enjeux, c'est le thème qui a réuni plus de 150 imams provenant de différents pays européens samedi à Bruxelles, en Belgique. Dans leurs interventions, les imams ont abordé les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission en Europe. Le Conseil européen des oulémas marocains est à l'origine de cet événement. C'est un reportage de Yassine Sassi. Le récit est de Souha Boutara. Le rôle de l'imam dans le contexte européen, entre défis et enjeux, c'est le thème qui a réuni plus de 150 imams provenant de différents pays européens à Bruxelles. Le Conseil européen des oulémas marocains, organisateur de l'événement, met l'accent sur le rôle majeur de l'imam dans l'encadrement religieux en Europe et la nécessité de l'associer en tant que partenaire pour la promotion de la paix sociale et le vivre ensemble entre les différentes composantes de la société. Cette rencontre intervient dans le cadre de la communication permanente du Conseil avec les vénérables imams et la valorisation de leur travail en Europe et pour leur signifier qu'ils sont tout d'abord partenaires avant qu'ils ne fassent l'objet d'études. Dans leurs interventions, les imams ont abordé les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission en Europe. L'obstacle principal à la communication avec les jeunes de la communauté musulmane étant la langue. L'absence de cadre légal approprié aux imams et les problèmes d'assimilation du contexte européen sont également au centre des préoccupations. En dehors de la prière, le rôle de l'imam est aussi d'intervenir en tant qu'éducateur et encadrant social. Ces imams participent à la consolidation de la stabilité et à tourner les projecteurs vers les dangers auxquels l'humanité est confrontée. L'islam n'est pas en contradiction avec la démocratie et les droits de l'homme, y compris les droits des minorités. C'est la conclusion qu'a voulu apporter cette rencontre, mettant en avant la capacité de cette religion à cohabiter avec les autres religions en Europe. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.